Merci, merci d'être là. Nous allons... c'est un des paramètres du Paris Air Forum. Tout est tellement intéressant, passionnant. Les interlocuteurs sont d'un tel niveau, d'une telle excellence qu'on voudrait que ça dure. Donc tout s'enchaîne et il faut s'en réjouir. Un sujet qui est vraiment d'actualité et qu'on a nommé les nouvelles opérations combinées. J'ai le plaisir d'accueillir le général Emmanuel Golin, général du corps de réaction rapide France, général de corps d'armée, et le général de corps d'armée Philippe Morales, qui est le major général de l'armée de l'air et de l'espace. Une des leçons des guerres de haute intensité récentes, et en particulier celles qui se passent sur le territoire européen, c'est de montrer l'importance de la maîtrise du champ de bataille dans son espace tridimensionnel. Un volume spatial où on doit intégrer, maîtriser toutes les composantes des forces armées. Il ne peut pas y avoir une force armée qui dit « moi je fais mon combat sur ce côté-là et puis je ne suis pas concerné par ce que font les autres ». Et avec ce paramètre du temps, de la réactivité, on a vu, c'est-à-dire que ce qui était logique il y a 5 ans de prendre du temps, aujourd'hui, si on prend du temps, on est mort. Alors tout de suite, je vais me tourner vers le général Morales. Quel est l'apport dans ces opérations combinées de l'armée de l'air? Puisque le champ de bataille, il est, la ligne, le front, il est sur terre. Et comment l'armée de l'air intervient sur ce front? Alors, je vais faire un bref retour en arrière parce que finalement c'est assez intéressant pour prendre du recul et puis montrer l'adaptation de nos organisations aux modifications et de la typologie des conflits tels qu'on les connaît actuellement. Avant les années 90, on était préparé à la haute intensité avec des méthodes et des planifications de conduite des opérations synchronisées entre milieux mais non intégrées. Depuis les années 90, les armées ont été largement engagées dans des théâtres qu'on appelle permissifs, hein, sans menace aérienne, avec des logiques plutôt d'opérations expéditionnaires, et où la supériorité aérienne était garantie. Et ça n'a pas forcément constitué une régression parce qu'on a appris des choses aussi avec ces opérations-là et on a permis en fait d'avoir une meilleure intégration entre l'armée de l'air et l'armée de terre en organisant des rythmes sur une cadence toutes les 48 heures, en améliorant les moyens de communication et puis en adaptant les procédures. Maintenant, eh bien, avec le retour de la haute intensité, eh bien, les choses évoluent encore et il est intéressant d'allier les deux. Et donc, entre parenthèses, je tiens à préciser que l'armée de l'air et l'espace n'a jamais abandonné l'entraînement au combat haute intensité. Hein. Notamment, je peux citer tout ce qui est la mission de dissuasion où on s'entraîne à faire des raids nucléaires face à un compétiteur qui a la même capacité que nous. Donc, on a conservé cette capacité à lutter contre un adversaire de haute intensité. Mais maintenant, il s'agit plus que jamais d'aller vite et d'aller à une grande cadence. Donc il faut faire évoluer nos doctrines, nos procédures, nos TTPs, comme on dit, hein, Techniques, Tactics, Procedures, pour synchroniser des effets à une cadence de plus en plus élevée pour arriver à une intégration qui maximise les effets et qui raccourcit la boucle OODA, dont on parlera, observation, orientation, décision, action. Il ne s'agit plus de faire un seul raid Hamilton dans la semaine, il faut en faire 3 par jour. Donc on change vraiment d'échelle, il faut aller très très vite de façon à saturer l'adversaire, aller beaucoup plus vite que lui. Donc voilà comment on a cette approche de l'intégration. Très bien, donc on comprend cette intégration pour avoir ce qu'on pourrait résumer une supériorité aérienne, en tout cas un contrôle du champ de bataille dans l'espace. Le champ de bataille, sur le sol, c'est un front, c'est l'armée de terre. Il y a un concept nouveau qui est le concept JAGIC, Joint Air Ground Integration Cell, et donc vous allez nous en parler. Et ça a permis un bond énorme en efficacité temporelle. C'est-à-dire ce qu'on mettait une journée, on le fait en 5 minutes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ma difficulté, c'est qu'il y a une densité de force, densité d'effets qui est absolument phénoménale dans le cadre des opérations de haute intensité. Moi, je commande un corps d'armée, c'est du niveau 100 000 hommes, avec dedans énormément de capacités.
Et ma problématique, c'est de traiter les cibles dans ma profondeur. Mon boulot, c'est de faire en sorte qu'au contact, les rapports de force soient favorables. Et pour ça, je dois les frapper au loin pour détruire toutes les capacités de commandement, logistique, de feu de cet adversaire. Alors pour ça, en liaison avec l'armée de l'air, j'ai besoin de l'armée de l'air. On a créé, alors nous ne sommes pas les seuls, hein, nous sommes tirés par l'OTAN. Moi, je travaille dans l'OTAN, enfin avec l'OTAN, même si c'est une capacité française. Enfin, j'ai 14 nations dans mon corps. Donc, on a mis en œuvre cette Joint Air Ground Integration Cell, le but étant de réduire la boucle OODA Loop entre l'observation et la décision et l'action de destruction de mes cibles, mais aussi cette capacité de faire des actions simultanées. Alors comment cela se passe-t-il? En fait, de quoi c'est constitué? D'abord, il y a une cellule, ce qu'on appelle un ASOC, un Airspace Operational Center, une dizaine de personnels de l'armée de l'air, avec une quinzaine de personnels de l'armée de terre qui appartiennent à ma Joint Fire Coordination Cell, donc tout ce qui est feu longue portée, feu artillerie longue portée, feu solaire, plus feu moyenne portée, plus hélicoptère pour l'armée de terre. Et ensuite, tout ce qui est renseignement, une partie renseignement. Et le cycle va se passer de la façon suivante. Dans un premier temps, on va avoir la détection de la cible. Ensuite, on va décider quelle est la plateforme disponible pour aller tirer et quelle est la plateforme la plus efficace compte tenu de la nature de la cible, si elle est protégée, si elle est furtive, s'il y aura besoin de renouveler les tirs. Ensuite, on s'occupe de la légalité. Rapidement, on est en haute intensité, les règles d'engagement sont quelque peu différentes. Et puis, il y aura tout le problème de l'airspace management. Il faut des boîtes dans lesquelles je peux envoyer la totalité des avions de l'armée de l'air. Donc, les gens de l'armée de l'air enverront leurs avions, mes hélicoptères ou mon artillerie, en sachant qu'un obus de LRM de lance-roquettes multiples, ça monte à 25 km. Un obus d'artillerie, ça monte à 20 km. Donc, on va gérer cet espace. Je suis certifié, mon corps est certifié corps de combat par l'OTAN, processus fastidieux que nous venons de faire durant une année complète, et le JAGIC que nous avons donc monté avec l'armée de l'air, ce centre de coordination, de conduite des opérations dans la profondeur du corps d'armée, donc les centaines de kilomètres, a été reconnu par l'OTAN comme quelque chose d'excellent, ce qu'on appelle les best practices dans l'OTAN. Donc un bel exemple à suivre d'intégration armée de l'air, armée de terre. Merci Philippe. Général Morales, donc on a compris cette évolution du champ de bataille, cette compression du temps. Qu'est-ce que concrètement l'armée de l'air apporte dans cette façon innovante de gérer le champ de bataille? Donc, mais du coup, moi, ce que l'armée de l'air apporte à Emmanuel dans sa bataille, c'est trois choses, trois réponses. D'abord, il y a une structure de commandement des opérations, hein, c'est vraiment le cerveau et qui est là. Et donc, avec deux niveaux, il y a le GFAC, hein, le Joint Force Air Component Command, qui est en back-office, derrière avec plein d'aviateurs qui voient toute la bataille aérienne, en fait, qui la supervise et qui est capable, et grâce à la fulgurance des moyens aériens, eh bien, d'apporter des moyens directement en fonction des besoins pour l'opération aéroterrestre. Et puis, il y a tous ces aviateurs qui sont au sein du JAGIC et qui coordonnent plus précisément la manœuvre et qui sont là pour apporter les bonnes idées, les bonnes initiatives, comprendre les besoins en fait et les contraintes des deux milieux de façon à optimiser en fait la manœuvre d'appui en appui la manœuvre terrestre. Il y a une partie renseignement, évidemment. Hein, on fait de plus en plus de renseignements, du temps réel. Donc là, on apporte tous les moyens de l'armée de l'air, hein, avec des drones, des avions de reconnaissance, du satellitaire. C'est de l'imagerie, mais aussi de l'électromagnétique. Et tout ça, ça va être fusionné avec ce que la composante terrestre a. Et donc, derrière, il y a vraiment un effet multiplicateur. On enrichit hein, des signaux faibles, s'additionnent pour vraiment faire un signal fort et trouver où sont les points d'attaque de l'ennemi. Et puis, finalement, c'est les effecteurs de l'armée de l'air et de l'espace, avec des drones mâles. Hein. Il y a toujours une place pour le drone mâle en haute intensité, avec persistance de renseignement, mais aussi de la capacité d'attaque au sol. Des avions de renseignement, comme on vient de le dire, qui ont une certaine souplesse d'emploi, une grande souplesse d'emploi. Et puis, évidemment, tout ce qui est cinétique avec les avions de combat, et là, qui permettent de délivrer rapidement une grosse puissance de feu. Mais évidemment, tout ça, ça ne fonctionne sur le papier, c'est idéal, mais il faut s'y entraîner, et donc ça ne fonctionne
qu'à par l'intermédiaire de ressources humaines expertes et bien formées, au travers d'exercices, une bonne doctrine et des exercices le plus souvent possible, parce qu'il faut renouveler et améliorer sans arrêt les tactiques. Merci. Renouveler et améliorer, Général Gollin. On a vu le saut qualitatif temporel, et ça c'est très important quand le général Barès parlait de 4 Hamilton par jour. J'ai dit 3, hein, mais bon, s'il faut 4. On va négocier à 3. Comment faire évoluer le concept? Donc, vous avez un concept qui est opérant, voilà, qui est un saut qualitatif. Mais demain, il appartiendra peut-être au passé. Donc, quel est votre regard pour le faire évoluer? Oui, en premier lieu, notre capacité principale à détenir, c'est l'adaptabilité. Une opération, c'est quelque chose qui est continu, mais qui n'est pas linéaire. Et la bonne idée que l'on a aujourd'hui, dans 3 mois, ce sera peut-être une mauvaise idée, et inversement. Vous aurez une opération, c'est une continuité, une série d'équilibres et de déséquilibres, et il va falloir trouver les bonnes capacités pour gérer ces équilibres et ces déséquilibres. Alors, comment se passe une opération? Dans un premier temps, moi j'ai besoin de l'armée de l'air. Pour les frappes d'emblée, on n'a pas l'initiative. On est dans une alliance qui est défensive, l'ennemi aura l'initiative, et l'armée de l'air a besoin de mes capacités pour que je casse les capacités A2AD, anti-accès défense, air defense, de l'adversaire. Mais moi, j'ai besoin de la suprématie, enfin pas de la suprématie, d'une certaine dominance par l'armée de l'air pour utiliser une grande partie de mes capacités, notamment mes capacités près du sol. Donc nous avons besoin l'un de l'autre et nous travaillons là-dessus pour avoir des process qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus efficients. Ensuite, pour répondre directement à votre question, comment améliorer? La première amélioration, c'est par un entraînement qui est assez permanent, et ça, nous le faisons actuellement. On a toute une série d'exercices. Vous avez vu du Orion l'année dernière, on a fait Orion 23, on a fait du Citadel Bonus, des exercices en Pologne. Là, je rentre actuellement de Roumanie, on s'exerce en liaison avec l'armée de l'air dans tous ces endroits-là, de façon à avoir des habitudes de travail, une acculturation entre l'armée de l'air et l'armée de terre, et en particulier le corps d'armée. Le deuxième point de progrès, c'est l'automatisation. Il va falloir aller piocher dans les bonnes bases et retirer la bonne donnée pour frapper correctement. Aujourd'hui, j'arrive à frapper entre la détection et la frappe, j'arrive à faire du 6 minutes. En 6 minutes, j'ai frappé. Derrière, il faut que je fasse ce qu'on appelle le Battle Damage Assessment. Comment je connais le résultat et est-ce que je dois de nouveau frapper? Là aussi, il va falloir que j'aille chercher les données quelque part pour savoir si vraiment j'ai frappé correctement et pas forcément employer les moyens de l'armée de l'air que l'on pourrait perdre ou des moyens autres du renseignement que l'on pourra perdre. Voilà, et je pense que le plus important, c'est que les armées, quelles qu'elles soient, puissent se parler, et on a beaucoup de technologies qui arrivent, les loitering munitions, ces munitions rôdeuses. On travaille avec les Américains aujourd'hui. Quand je m'entraîne, ce sont les Américains qui me les fournissent. Dans quelques temps, il faudra que la France puisse aussi me les fournir, et d'autres capacités comme cela. On parle du M2MC, multimilieu multichamp. Je veux être capable, et je suis aujourd'hui capable, grâce, vous avez eu une conférence juste avant avec le ComCyber, le ComEspace, j'ai besoin de leurs capacités pour être capable de frapper et d'avoir le bon rapport de force au contact, ce qui est le but de la guerre, soit pour dissuader l'adversaire, soit juste pour le détruire. Vous avez, on va terminer sur ce point, vous avez évoqué 15 nationalités dans votre corps d'armée. Comment Bonaparte, Napoléon disait que quand on avait une armée cohérente, ce qui était très bon, c'était d'avoir des alliés, c'est-à-dire une coalition en face. Comment vous intégrez ça de manière efficace? Ouais, Napoléon, il avait une coalition, il pouvait dire du mal de la coalition, n'empêche qu'il est allé à Moscou. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui, mais on parle anglais, on a des standards, en fait, on a ce qu'on appelle les SOP, Standard Operational Procedure. On a une capacité de travail, et puis je m'entraîne tous les jours avec eux. Mon adjoint est un général allemand, mes généraux sont belges, sont britanniques, sont évidemment français, voilà, et j'ai des gens américains, j'ai des gens de toutes les nationalités, et c'est ma vie de tous les jours. On travaille ensemble tous les jours,
Il n'y a que, et maintenant l'armée de l'air me fait la gentillesse de donner des gens de l'armée de l'air de façon permanente au corps d'armée. Il n'y a que comme ça qu'on deviendra très efficace et qu'on arrivera à dissuader notre adversaire. Bien, messieurs, je vous remercie. On va enchaîner avec la séquence suivante. Et en tout cas, c'est un point, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, parce que c'est voir comment ça aura évolué d'ici un an. Je pense que ce sera très intéressant, parce que les menaces de haute intensité ne risquent pas de disparaître, malheureusement, sur le sol européen. Merci à tous.